Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, c'est la rentrée, nous sommes mardi 2 septembre. J'espère que vous allez bien, peut-être êtes-vous encore en vacances, peut-être êtes-vous maintenant en vacances, peut-être avez-vous repris le boulot, peut-être ça fait longtemps que vous avez repris le boulot. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures et que tout va bien chez vous. Voilà, écoutez, moi ça va, mon fils est rentré à l'école hier, tout s'est très bien passé, donc c'est super. Et mon mari a repris le boulot aussi aujourd'hui, et moi je le reprends le 15 simplement, donc j'ai un petit peu de temps encore devant moi. Je viens vous voir car je voulais vous débriefer Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan, qui a été une lecture assez intéressante sur le côté, alors, thriller maternel. Ça existe ou pas? Le thriller maternel, c'est quand il y a un enfant en jeu. Quand il y a une histoire avec un enfant, donc là, en l'occurrence, un petit bébé qui s'appelle... Betsy, Betsy, voilà, qui a 10 mois et qui présente un traumatisme crânien quand elle arrive à l'hôpital. Sa mère dit « Ah oui, elle est tombée, j'ai pas vu ». Sauf que bon, le médecin qui l'examine est une amie de Jess, donc la maman de Betsy. Elle s'appelle Lise et elle dit c'est quand même suspect, c'est quand même bizarre, attends, je vais l'interroger un petit peu plus. Et puis il y a le soupçon d'un enfant maltraité, en fait, d'un bébé maltraité, d'un bébé secoué, tout ça. Donc ils doivent signaler en fait à la police ça. Donc il y a un dossier, il y a un suivi, il y a des interrogatoires, tout ça, et puis on creuse, et on apprend des trucs. Voilà. Moi j'avais imaginé un scénario, et je suis contente parce que c'était en partie vrai. Allez, 40%, c'était ça. Je suis trop fière, du coup. Mais alors j'étais contente de la fin, non, parce que c'est quand même triste, enfin c'est tragique. Mais surprise de ce dénouement finalement, parce que je ne m'attendais pas à ça. Il y a un personnage que je n'avais pas trop vu venir et du coup bah voilà, je trouvais ça intéressant et voilà, c'était pas mal. Il y avait des longueurs quand même, j'avoue, ça tourne un peu en rond sur une centaine de pages, après ça décolle, mais voilà, c'est un peu répétitif sur une centaine de pages. Après voilà, c'était intéressant. Je suis curieuse de Anatomie d'un scandale, parce qu'apparemment c'est le gros best-seller, adapté en série sur Netflix, il me semble, je crois. Donc voilà, mais une très bonne lecture, j'ai bien aimé, donc ça c'est très cool. Et je suis en ce moment dans une lecture du Festival Sans Nom. Alors vous l'avez peut-être vu, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis mon bilan du mois d'août, et dedans il y a une lecture du Festival Sans Nom. Je n'avais pas annoncé les titres, mais je vais pas forcément... Voilà, je vais faire comme ça. Donc, vous le voyez à moitié en plus. C'est une autrice qui sort un roman en octobre. Et donc, j'ai passé à la moitié. J'en suis là. Et c'est un thriller. C'est une enquête. C'est une pure enquête. Il y a une double enquête. Et ça se passe bien. Voilà, pour l'instant, ça va. C'est pas dingue pour moi, mais c'est intéressant. Voilà. Sinon, aujourd'hui, de petits rendez-vous à droite à gauche. Je vais en profiter pour finir mon bouquin. Après, je lis Le secret de Joseph Conrad de R.J. et Laurie. Et la semaine sera déjà bien entamée. Et je ne sais plus ce que je lis à la fin de la semaine. Je ne sais plus. J'ai commencé à l'audio Par où entre la lumière de Joyce Maynard. Et ça se passe très bien. C'est la même lectrice, c'est la même narratrice que pour Où vivaient les gens heureux, donc là je suis contente. Je l'écoute en 1.2. J'écoute pas en 1 point parce que c'est vraiment lent. Et je m'étais complètement fait surprendre par le premier tome où en 1 point j'avais vraiment eu le temps de complètement m'imprégner du personnage d'Eleanor, de Cam, de ses enfants, de l'événement tragique qui lui arrive, de toute sa vie, de toutes ses réflexions. Là, je la connais, donc je me permets 1.2. C'est une vitesse de conversation comme je suis en train de vous parler, par exemple, même un petit peu plus lentement peut-être. Voilà, donc très agréable. J'ai besoin de prendre la voiture aujourd'hui, il faut que j'aille à Casto. Et je vais donc écouter un petit peu. Mais franchement, je prends mon temps, il fait 16 h, ça va. Donc je m'attendais, je sais pas, à 20 h ou 24 h au moins, parce que je le pensais, il est gros, il fait 600 pages en papier. Donc je le pensais au moins à 20 h, 16 h. Bon. Donc on verra ça, mais pas du tout pressé. Du tout. Donc ça c'est chouette. Et puis bah à part ça, c'est à peu près tout. Je voulais vous remercier beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous les vidéos de l'été, parce que ça m'a fait très plaisir que vous
que vous voyiez ces vidéos, que vous me donniez vos retours, tout ça, vos réflexions et aussi vos commentaires de vous avez combien de dédicacés, est-ce que vous avez visité déjà des maisons d'écrivains, et puis ça c'était cool donc de voir vos retours. Donc merci beaucoup, merci d'être là, merci d'être fidèle au post et c'est cool. Je suis en train vraiment de mettre à jour mes posts sur mon blog, fluentbooks.wordpress.com. Je songe même à en faire un fluentbooks.fr. Voilà, tout simplement. Là, au niveau des posts, j'en suis où? Je suis au mois de mars à peu près, je crois. Février. Je suis avant mars au féminin. Donc février, on est en septembre. Je rattrape tout doucement mon retard. Je publie 2 articles par jour. Et si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas forcément besoin d'y aller, hein, je comprends. C'est exactement les mêmes, c'est du copier-coller, c'est les articles d'Instagram. Enfin, c'est les chroniques. Je mets que les chroniques, je mets pas les bilans, je mets que des chroniques, Et donc du coup, si vous n'êtes pas sur Instagram, est-ce que vous voulez lire mes chroniques, allez sur le blog. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, donc vous aurez un article par jour. En général le matin, 8h, 8h30, tout ça. Un par jour, jusqu'à ce que je sois à jour. Et j'essaierai de faire du simultané ensuite. Quand je publierai sur Instagram, je publierai sur WordPress. Et je vais voir effectivement peut-être acheter un nom de domaine. Alors bon, je crois que c'est 48 € l'année. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette dépense-là? Je ne sais pas. J'ai pas besoin de la faire maintenant en tout cas. Mais j'y songe. Voilà, je me dis, c'est toujours en rigolant si Instagram explose. J'aurai toujours le blog. Et de toute façon, toutes mes chroniques, je fais des copier-coller que je mets dans un fichier et qui sont sur mon ordinateur. Donc j'ai toujours une trace, alors pas de tout, hein, je sais pas, 20%, 20-30% des chroniques que je fais, je les mets sur l'ordi et comme ça au moins j'ai une trace. Voilà. En plus, j'ai mes résumés spoilants que maintenant j'écris sur mon téléphone, donc sur les notes du téléphone, qu'après je mets sur Notion. Donc j'ai un onglet résumé spoilant sur Notion parce que mon carnet de lecture de Séverine que je n'ai pas terminé, il s'est fini l'été dernier, je crois. Enfin, j'ai fini d'écrire l'été dernier, donc j'ai 1 an de retard sur les résumés spoilants et je vous avoue que j'ai pas très envie d'écrire 1 an de résumés spoilants dans le carnet. Voilà, tout simplement. Donc je le fais sur le téléphone et c'est plus rapide pour moi parce que ça m'aide aussi, si vous voulez, quand je lis. Je suis en train de lire mon bouquin, je note le nom des personnages, leur rôle dans l'histoire, les liens, machin truc, elle a 2 fils, ok, ça il est grand, celui-là il est petit, machin, c'est la petite amie de machin truc. Donc je note un peu tout ça, et après je vais faire un genre de spoil d'événements qui se passent dans le bouquin, genre on apprend que machin est enceinte, on apprend que finalement le frère de truc a été marié à la victime, enfin bref voilà, j'invente et je vais noter la fin. En fait, le tueur c'est lui, il a fait ça parce que nanana, et voilà, et point. Et c'est une trace, pour moi ça me suffit. Je fais plus des résumés paragraphes bien écrits, spoilants. Je le fais à la va-vite parce que j'ai pas besoin de belles phrases. Je sais avec quelques mots où j'en suis et ça m'aide beaucoup. Si je veux relire par exemple un tome genre Deveril, j'ai des notes comme ça. J'ai 3 pages de notes parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent que j'ai besoin de tout noter parce que tout est important. Mais au moins, quand j'ai lu le tome 2, le tome 3, j'ai lu mon résumé du tome 2. Là, quand le tome 4 va sortir, il sort en décembre, je crois. Et je vais lire mon résumé du tome 3, etc. etc. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain, peut-être. Demain, je fais quoi? Oh, demain, je vais au yoga, je crois. Peut-être prendre un cours de yoga, ouais. Un cours de yoga et je commencerai, je pense... il me reste combien de pages là? Ah ouais, quand même. Il m'en reste 200. Non, il m'en reste 150. 150 pages aujourd'hui, c'est possible. Donc, je vais voir ça. Et ouais, peut-être demain, je commencerai le secret de Joseph Conrad. Voilà, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu un livre du Festival Sans Nom, mais je ne vous en dis pas plus. Je l'ai déjà lu, je l'ai lu cet été. J'avais beaucoup aimé ce bouquin. Je crois que j'en reçois un autre parce que les filles l'ont reçu aussi la semaine dernière, donc je pense qu'il va arriver. Et il m'en restera un dernier, c'est le dernier qui me reste à lire. On ne nous l'a pas envoyé en PDF, donc c'est vraiment le dernier. Voilà. Je n'aurais pas pu commencer par... Je ne pouvais pas le lire, je n'avais pas, ni en PDF, ni en papier, donc... c'est le dernier qui me reste à lire. Il fait moins de 200 pages, je crois, et il me tente beaucoup. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, dont j'entends beaucoup parler. Et voilà, je vous en dirai bien sûr plus quand on aura le droit de vraiment dévoiler les titres. Je vous donnerai mes avis aussi, peut-être, sur ces titres-là. Et puis voilà, je suis contente parce que sur les 8, il y a 4 filles. Non, plus. Il y a 5 filles. Oh, oh, oh.
5 filles et 3 garçons. 3 garçons, 1 garçon, 2 garçons, et le... oui 3. 3 garçons et 5 filles. Voilà. Bon, et bah écoutez, je reprends un petit peu plus tard. On est mardi et je viens vous voir car j'ai fini le livre que j'étais en train de lire. Je ne peux pas vous parler. Je vous promets, je vais vous en parler. Je vais finir par vous en parler de toute façon. Mais bon, voilà. J'en ai reçu un autre que j'avais déjà lu. Et j'ai reçu également La chute d'Arthur de J.R. Tolkien chez Pocket. Il est court, il est sorti le 21 août. J'ai jeté le papier, mais c'était le 21 août. Il est, alors concrètement, il fait 80 pages. Il fait ça, en fait. Et après, c'est toutes les analyses du truc. Parce qu'en fait, dans un magnifique poème de 1000 vers, J.R.R. Tolkien propose une version sombre de l'histoire du roi Arthur, qui, guerrier et conquérant, à la fidélité de Gawain, répond la trahison de Mordred envoûté. Alors, roi, guerrier et conquérant, 2 points. À la fidélité de Gawain, répond la trahison de Mordred, envoûtée par une guenièvre énigmatique, elle-même objet de passion d'un Lancelot tourmenté. Christopher Tolkien éclaire ensuite ce texte. Christopher, ça doit être le fils de J.R.R. Qui est longtemps resté un mystère, en montrant comment il dialogue avec les versions médiévales anglaises et françaises de la légende arthurienne, mais aussi avec le monde du Silmarillion. Bien qu'incomplet, le poème présenté ici, dans une forme achevée, mais aussi dans son évolution, marquera le lecteur par la force, sa dimension tragique et les liens qu'il noue avec l'univers inventé par Tolkien. C'est bilingue. Anglais, français. C'est trop bien. Donc en fait, il est vraiment court. Donc peut-être je tenterai, parce qu'après tout, c'est court. Et que ça peut toujours être intéressant de lire de la poésie, surtout si elle est écrite par Tolkien. Mais je me dis, pour ceux qui lisent en anglais-français, une édition bilingue, c'est pas bête, parce que ça permet d'avoir dans le texte les vrais mots, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs chants, il y a 5 chants, et après il y a toute une analyse sur le chant, en fait, toute une note sur les textes. Le poème dans la tradition arthurienne, nous avons ensuite le poème non écrit et sa relation avec le Silmarillion. Et ensuite, on a l'évolution du poème. Donc, ça doit être très intéressant, je pense. Très analytique et détaillé. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant à analyser en cours, en fait, ça. Donc, voilà, je me dis, prof de français, prof de lettres, tout ça, peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, merci Pocket. Et sinon, j'ai commencé un livre dont je peux vous parler. C'est Le secret de Joseph Conrad de R.J. Ellory, qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. R.J. Ellory, il écrit du noir, du roman sombre, policier, avec des enquêtes, mais surtout roman noir en fait. Et là, ça n'a absolument rien à voir. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph, qui arrive au boulot un petit peu à l'heure qu'il veut, qui se fait un petit peu engueuler par sa responsable et qui dit « vous allez au RH, vous êtes viré ». Il est licencié, mais avec une belle prime de 8000 livres. Et il dit, bah voilà, c'est le moment. Ces 4 années m'ont été utiles pour travailler. Maintenant, bah, je récolte le fruit de ce que j'ai fait. Et je vais voyager. Je vais voyager et dans ma tête, dans mon esprit, et avec mon corps. Donc je vais partir. Donc là, il est allé en France. Là, il va à Dublin. J'en suis là. Et c'est toute une réflexion de vie, finalement, qui nous propose, à travers le personnage de Joseph, qui fait des rencontres comme ça au détour d'un café, au détour d'une rue, au détour d'un magasin, d'un hôtel, de tout ça. Et c'est, je pense qu'il faut prendre ça comme un peu un conte, parce qu'il y a des personnages qui s'appellent Madame de Lafayette, il y a un personnage qui s'appelle Charles Dickens, mais c'est pas vraiment leur vrai nom, quoi. Donc est-ce que c'est de l'imaginaire? Je sais pas, mais ça, c'est chouette, voilà. Donc j'ai noté quelques... Enfin, j'ai mis un petit coup de crayon à papier sur certains passages qui me paraissaient assez pertinents. Je vais essayer de vous les retrouver. Je vais mettre des post-it, mais comme c'est écrit... En fait, c'est un livre, Héraclès, c'est imprimé à la demande. Donc en fait, si vous voulez, c'est des pages comme ça, mais vous avez l'impression de lire un PDF imprimé, en fait, et relié. Donc c'est écrit tout petit, du coup, mes post-it qui sont un peu plus gros. Vous voyez? Si je veux faire juste une phrase, c'est pas top, en fait. Voilà, ça, j'avais acheté ça au Japon. Il m'en reste encore, je les garde précieusement. Et j'ai ceux-là aussi qui m'ont été offerts par Audrey, que je sors de temps en temps avec des petits chats qui sont trop chou. Et donc, je vous retrouve les passages. Je crois que j'en ai noté 3. Voilà. Tu n'es pas normal.
Joseph prit une profonde inspiration. La banalité et le conformisme sont les banlieues de l'enfer, Émilie. La banalité et le conformisme sont les banlieues de l'enfer. C'est beau cette phrase. Et donc là, il parle avec un personnage qui s'appelle Émilie Brontë. Bien sûr que non, il ne parle pas avec Émilie Brontë, mais voilà, c'est avec une jeune femme qui a priori un peu le caractère d'Émilie Brontë. Donc voilà, et il y en avait 2 autres, il me semble. Où est-ce que c'est? Ah oui, il parle de livres, parce qu'il dit je vais m'asseoir ici et lire mon livre. Eh bien, j'espère que c'est un bon livre. Et il répond, tous le sont. Chaque livre écrit est le meilleur livre jamais écrit pour quelqu'un. Et oui, évidemment. Et elle répond, je n'y avais jamais pensé comme ça. C'est pourquoi nous devons tous continuer à nous parler pour avoir une chance de voir les choses à travers les yeux des autres. C'est des très belles réflexions, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il parle de ça. C'est, il me semble, un livre qui a été écrit pendant le confinement, qu'il a publié en 2020, auto-publié, je pense, et là en français chez Héraclès. Donc franchement, c'est un livre qu'on ne voit pas, hein, clairement, que vous ne verrez nulle part en librairie, parce qu'il est imprimé sur commande. Donc voilà. Et en plus, Jean-Baptiste Andréa dit « Drôle, intelligent, essentiel. On pourrait empiler les adjectifs, mais le mieux est encore de lire cette ode à la joie. » Pardon, Jean-Baptiste Andréa. Voilà, donc très contente de lire ça. Je suis à la page 62 et il en fait 250 à peu près. Je ne sais même pas s'il y a des remerciements. Ah si, ah non, ça se finit comme ça. Ok, 248 pages. Donc très ovni ce livre, mais très chouette. Donc bien contente de le lire. Voilà, je vais reprendre ça maintenant et puis je reviens vous parler un petit peu plus tard. On est vendredi, je vais vous prendre dans ma cuisine parce que je viens de finir d'écouter le podcast Le Fil Mental de Fabien Olicard. Et je voulais vous en parler en faisant mes haricots verts. Parce que j'ai du temps, parce que les haricots verts, ça met du temps à cuire. Quand ça vient pas d'une boîte, mais plutôt que ça vient d'un jardin. Le Fil Mental, c'est un podcast de Fabien Olicard, qui est donc mentaliste, qui a écrit plusieurs bouquins. Et qui tire un fil là, à partir d'une question. Il y a 4 épisodes qui sont sortis. Il y en a un premier, genre un pilote, un teaser, qui explique un petit peu de quoi il va s'agir. Et encore, il tire déjà le fil d'un premier épisode, donc c'est intéressant. Et là, il y a eu un épisode sur la gentillesse, sur la réussite, et sur le dernier, c'est sur être adulte, je crois. J'ai pas encore écouté être adulte, mais vraiment, mais quel bonheur, quoi. C'était hyper intéressant. Vraiment, je kiffe la manière dont ce gars parle et exprime ses pensées. Il a les mots justes, il a une voix très posée, il est très clair, il a beaucoup de connaissances, donc il s'appuie sur beaucoup de choses. Il dit qu'il n'a pas de notes pour cet épisode, enfin qu'il n'y a que quelques notes, mais qu'il n'a pas de texte, qu'il lit, qui déroule vraiment le fil de ses pensées. Et peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas il le fait super bien. Donc je vous conseille ce podcast qui s'appelle Le Fil Mental. Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler, c'est juste moi qui vous conseille ça, je le mettrai peut-être là. Et franchement, j'aime bien ce qu'il fait, je suis intéressée et je suis curieuse et j'essaie d'appliquer un petit peu ces méthodes, notamment pour le temps, pour l'organisation. J'essaie d'appliquer la règle des 120 secondes. Si une tâche te prend moins de 2 minutes, tu la fais tout de suite, sinon tu la programmes. Ça marche pas mal. Ça prend pas beaucoup de temps dans une journée de faire ça, enfin de réfléchir juste à ça, et on peut gagner du temps avec ça. J'ai acheté la harpe des 4 saisons. Ça y est, je suis faible. J'ai craqué mon obaï, ça y est, donc je l'ai. Alors j'ai un peu peur parce que les livres dont vous êtes le héros, je les ai découverts avec Reine de l'Ouest, que je n'ai d'ailleurs pas fini. J'ai fini la première histoire, donc concrètement, voilà, je sais de quoi il retourne et j'aurai plaisir à y retourner. Et là, la harpe des 4 saisons, c'est aussi un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que tu as le chapitre 1, tu lis le chapitre 1, puis à la fin, tu as... Alors, vous choisissez d'aller dans la porte de droite, la porte de gauche, enfin, porte de droite, vous allez au chapitre 28, porte de gauche, vous allez au chapitre 42, etc., etc. Et donc comme ça, tu choisis en fait, lui dit, vous choisissez votre destin, tout ça. Mais bon, c'est un livre dont vous êtes le héros, vous faites vos choix en fonction des chapitres et tout ça, donc c'est très intéressant. Par contre, c'est un peu level up, dans le sens où le gars a mis des talents à ses personnages, donc tu dois choisir un talent à ton personnage, et avec ce talent, tu vas développer peut-être une technique, une tactique, et là je me dis, il me perd, parce que c'est un peu un jeu de rôle. Et tout ce qui est RPG... moi j'ai joué à, j'allais dire Lovecraft, non, à World of Warcraft, Lovecraft parce que j'ai lu Christelle Duchamp sur Lovecraft, je vous en parlerai, World of Warcraft qui est un fameux RPG assez connu, j'ai joué de ça il y a 13 ans,
14 ans peut-être, un truc comme ça. J'avais un personnage et tout, j'avais un métier, j'avais tout ça, et c'était cool. Mais j'avais du temps à perdre là-dessus, donc bon, j'ai laissé quelques heures. Et là, je me dis, comment est-ce que je peux retrouver cette ambiance-là sans avoir un peu peur, parce que l'héroïque fantasy, fantastique, RPG, tout ça, c'est pas trop mon univers, et en même temps, je suis curieuse. Donc en fait, je pense que ce soir, je vais commencer l'Arbre des 4 saisons attentivement, parce que je suis toute seule ce soir, mon fils sera couché, donc après, je serai tranquille. Et je vais essayer de vous en reparler un peu. Voilà, je sais pas trop si vous lisez ce genre de bouquin. Alors je pense tout de suite à Géraldine, si tu me regardes, je pense que oui. Je pense que ça peut te plaire parce qu'elle, elle est vachement fantasy fantastique et tout, et je pense que ça peut carrément lui plaire. Peut-être que tu en as déjà lu, peut-être que tu as fait la Harpe des 4 saisons, je ne sais pas. Et là il y en a un deuxième qui est sorti qui s'appelle, je sais plus, il est vert son bouquin, bref il vient de sortir, qui est la suite de cette Harpe des 4 saisons, mais qui se passe toujours à l'académie de Dagda, je crois, et qui peut être lu indépendamment du tome 1, et fait indépendamment du tome 1. Mais si tu as fait le tome 1, tu vas kiffer encore plus, tout ça. Pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis curieuse, parce que le gars est quand même hyper fort, niveau niveau, il sait exactement quoi dire pour convaincre, il sait quels arguments. Quand tu regardes ses vidéos, il sait exactement les bons mots. Il sait bien, il a une super tactique de com, et ça marche. À partir du moment où moi je l'ai vu, cette tactique de com, je suis pas... oui, je suis un pigeon parce que j'ai acheté son bouquin, bien sûr, mais en même temps, je me dis, le gars, je pense que c'est pas un imposteur, quoi. Donc je suis bien contente de découvrir ça. Ça met du temps à cuire les haricots verts. Bref, et donc je suis curieuse. Donc je pense que je vais commencer la Harpe des 4 saisons ce soir, et finir mon manga, parce que je vous reprends juste après, quand mon fils sera couché, tout ça, quand on aura dîné, là il est 6h20. Parce que j'ai lu, je suis dans ma période manga là, j'ai lu, je vais y arriver, Remina de Junji Ito. Ce gars est complètement barré, mais j'ai adoré. Et je suis en train de finir le dernier tome de Death Note. Ça y est, je vais avoir terminé Death Note, les 6 tomes, soit les 12 tomes simples. J'aurai fini cette série. Enfin, enfin, enfin. Et du coup, je pourrai vous en reparler. Et donc après ça, je vais lire Zephyr Alabama, que je devais commencer lundi, mais en fait on lit avec Laure en lecture commune à partir de demain. C'est pour ça que l'Harpe des 4 saisons, je peux le commencer ce soir, tranquillou, je suis pas pressée. Il y a un papier, un crayon à noter pour la fiche des personnages, pour ses talents, pour machin, je sais pas quoi. Je vais essayer, voilà. Je pense que ça peut prendre, mais il faut vraiment que je prenne mon temps pour le coup, et que je sois attentive à ce que je veux faire comme choix dans ce livre. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Et voilà, je vous retrouve, mon fils est couché et je viens de terminer le tome 6 et dernier tome de Death Note. Ça y est, j'ai fini. Voilà, je connais cette saga depuis peu de temps après que je me sois mise au manga. Je me suis mise au manga en 2008 et je pense que j'ai dû... non. 2008 ? Ah non. 2000... Si, 2008, 2007 même peut-être. Parce que je suis partie au Japon pour la première fois en 2009 et je connaissais déjà Death Note, puisque Death Note c'est 2003 en fait. Il y a de base un manga qui est en 12 tomes, ça c'est la Black Edition, donc il y a 6 tomes, 2 tomes regroupés dans un seul tome. Puis il y a eu l'animé, puis il y a eu le drama, puis il y a eu les films, je crois qu'il y a eu 2 films, il me semble. J'ai tout vu sauf les films, donc j'ai vu drama et animé. Et j'avais pas lu le manga. Donc je connaissais l'histoire. Et en fait, le manga, bon, ça fait tellement longtemps que j'avoue qu'il y a peut-être des choses qui ont bougé, mais je retrouve toute la trame. Et j'avais oublié la fin. La fin. Alors, ce manga est quand même assez magistral. Il est hyper bien ficelé. Il est très, très bien construit. Quand on achète un manga, on sait qu'on peut le lire en 1 heure. Celui-là, alors, ah bah, je peux pas vous montrer. Est-ce que je peux vous montrer une page sans vous spoiler trop, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de texte. Voilà. Il y a beaucoup de texte. Lisez pas trop, regardez juste les images, mais il y a beaucoup de texte. Voilà. Death Note, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le carnet noir, c'est l'histoire d'un dieu de la mort qui laisse tomber son carnet dans le monde des vivants. Et ce carnet va être ramassé par Yagami Light, qui est un jeune lycéen qui va tomber dessus. Et à partir du moment où il va toucher ce carnet, il va voir apparaître le dieu de la mort, parce que il appartenait au dieu de la mort. Est-ce que je peux vous le montrer, ce dieu de la mort, sans vous spoiler trop? Voilà, c'est lui.
Il s'appelle Ryuk. Lui, c'est Yagami, et ça, c'en est d'autres, c'est d'autres personnages. Donc, il va pouvoir voir ce dieu de la mort, et il va comprendre le principe du Death Note. À partir du moment où le Death Note appartient, est touché par un humain, il lui appartient, et donc le dieu de la mort lui obéit. En gros, c'est ça. Et dans ce carnet, on peut écrire le nom de n'importe quelle personne. Elle mourra au bout de 40 secondes d'un arrêt cardiaque. Donc, si tu veux la paix dans le monde, prends ce carnet et note tous les noms des serial killers, tout ça. Bon, bref. Donc, en gros, c'est ça. Yagami, il va voir ça et il va dire « Waouh, mais quel pouvoir incroyable, en fait !» Sauf que, au bout d'un moment, on va se rendre compte que c'est quand même bizarre, la police va s'en mêler, c'est quand même bizarre tous ces meurtres. Et, manque de bol, Yagami, son père, il est flic. Donc, il va y avoir tout un truc comme ça, un engrenage là-dedans. Il va être là-dedans aussi, il va être dans cette équipe de flics pour aider à trouver qui est cet imposteur qui tue des gens d'une façon magique. C'est super bien trouvé. C'est hyper ficelé, mais c'est un truc de dingue. Il y a plein de personnages. C'est très très construit, très recherché. Il faut s'accrocher. Mais alors, quelle pépite, vraiment, si vous avez l'occasion. Si vous n'avez pas envie de lire le manga, regardez l'animé, il est très très fidèle. Regardez les dramas si vous voulez aussi. Mais vraiment, cette histoire, elle est parfaite, quoi. Donc, franchement, chapeau. Et puis elle a 20 ans et finalement elle marche, pour moi elle marche toujours autant parce que ça n'a pas du tout vieilli. Alors même je me dis dans 50 ans ça n'aura peut-être pas vieilli, mais c'est tellement bien ficelé que moi j'adore de base, j'ai adoré et c'était très plaisant de lire le manga. Alors il est long, ça demande du temps, ça demande de la concentration pour comprendre un peu tout. J'avoue qu'il y a des passages où j'ai pas cherché à trop comprendre, j'ai avancé, mais c'était vraiment génial. Donc, trop bien, lisez Death Note. Merci Lucille et Laetitia, je sais pas si elles passeront par là, de m'avoir offert cette édition collector. Je crois qu'elle m'avait offert les 3 premiers tomes et d'autres comme ça, un par an, un truc comme ça. Bref, donc ça c'est très longtemps que je les avais dans ma palle et je suis bien contente d'enfin avoir terminé cette saga. Je coche une case de mon challenge, de mes objectifs 2025, à savoir finir Death Note. Et c'est trop bien. Et je continue aussi une part de mes objectifs en lisant des mangas parce que j'en ai lu un, j'en ai lu 2. J'ai lu donc Remina de Junji Ito qui m'avait été offert par une amie pour mon anniversaire l'année dernière. Donc, j'ai un petit peu la bourre. Remina, c'est gore, hein, c'est glauque, c'est du Junji Ito. Voilà, c'est horrible, c'est affreux, les gens hurlent. J'ai adoré. C'est l'histoire d'un astrophysicien qui s'appelle le professeur Oguro qui découvre une planète un peu particulière. Et donc, comme il découvre une planète, il a le droit de la nommer. Il va la nommer par le nom de Remina, le nom de sa fille. Donc c'est la planète Remina, sauf qu'elle est bizarre, cette planète, elle bouge. Et elle bouge vachement, et puis elle semble manger un petit peu le système solaire. Voilà, elle mange les planètes du système solaire, tout va bien. Elle mange Pluton, parce qu'à l'époque il y avait encore Pluton. Elle mange Uranus, elle mange Jupiter, elle mange Neptune, elle mange Mars, et puis elle se rapproche dangereusement de la Terre. Donc les gens commencent à bien flipper, en se disant mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et en se disant, hey, mais elle s'appelle Remina, ça veut dire que c'est à cause de Remina qu'elle nous mange. Et là, tout le monde commence à se retourner vers cette pauvre gamine. C'est d'un glauque, enfin, c'est pas glauque, c'est poussé à l'extrême du flippant de la population de la fin de l'humanité, quoi, si vous voulez. C'est très très bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais en lire d'autres de lui. J'avais commencé à lire des nouvelles, mais je m'étais rendu compte que c'était des nouvelles, donc moi j'aime bien les histoires complètes, parce qu'une nouvelle c'est trop court finalement. Là c'est vraiment l'histoire complète qui fait plus de 200 pages. Et il y a même une petite nouvelle après qui est hyper glauque, mais hyper glauque, encore pire que Remina, je crois. J'ai bien aimé aussi, donc c'était bien. Mais je voudrais lire Spirale. J'aimerais bien lire Spirale, parce que j'en entends parler depuis très très longtemps. Je crois que j'avais tenté Parasite, mais je crois que c'est pas de lui Parasite. C'est de lui peut-être. Et j'avais pas trop accroché. Il y a pas de ce qu'il va faire, je pense. Mais en tout cas, voilà, Remina et Junji Ito, il était à Japan Expo l'été dernier, mais sans regret, c'était impossible de le voir de toute façon. Donc, voilà. Mais je continuerai vraiment à lire ces mangas-là parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aime bien les dessins, quoi. Alors, celui-là, il date de... « 2005. Il a un petit peu 20 ans. Mais c'est pas grave. 2023 pour cette édition-là. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il venait d'être publié en fait, 2023. Ok, donc voilà, trop contente d'avoir lu ces 2 mangas-là. C'était trop bien. J'en ai lu un à l'aller aujourd'hui, un au retour. C'était parfait.
Et sinon, je ne vous ai pas parlé de ma lecture précédente que j'ai terminée et qui a été un énorme coup de cœur. C'est Le Secret de Joseph Conrad de Hergé Laurie, qui est un roman en plein de bienveillance et d'humanité et de naturel et de bonté. C'est l'histoire de Joseph qui est licencié, qui a un capital de 8000 livres et qui va décider d'aider les gens et de voyager jusqu'où ça lui mène et jusqu'où ça le mène, pardon, et il ne sait pas où il va aller, mais il pense qu'il va apprendre des choses. Et en fait, il va beaucoup apprendre des gens, et les gens vont énormément apprendre de lui, ça va devenir viral, il va aider les gens, et les gens vont dire, mais qui êtes-vous, mais comment est-ce que vous vous appelez? Ils vont créer un groupe Facebook pour lui, et ça va prendre une ampleur folle, et il va se faire remarquer, et on va vouloir l'interviewer, lui dire, mais il y a un truc, c'est politique, c'est pas possible, il est pas tout seul, c'est pas possible d'être aussi bienveillant, d'être aussi gentil avec les gens, ça n'existe pas, parce que les gens deviennent égoïstes, deviennent agressifs. Je le rappelle, ça a été écrit pendant le Covid, donc il y a peut-être un lien aussi. Mais effectivement, Hergé Laurie nous fait comprendre que finalement, quand on est honnête avec les gens, quand tout le monde est honnête avec les gens et prend le temps de parler honnêtement et de façon humble et bienveillante et naturelle et spontanée avec les gens, on peut gagner beaucoup d'humanité et beaucoup de bonheur et de joie. C'était trop bien, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai coché des passages. J'ai coché, alors je ne peux pas vous le dire parce que ça fait partie de la fin, mais j'ai coché tout le monologue de Joseph Conrad. Est-ce que je peux vous en dire? Bon voilà, bref, il est interviewé quoi. Donc, avec quelques mots simples, quelques gestes simples, des millions de personnes se sont connectées à quelque chose que tout le monde peut faire. Vous n'avez pas besoin d'être riche, intelligent ou puissant ou quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez pas besoin de conduire une voiture, d'avoir un diplôme, d'être propriétaire de votre logement ou même d'avoir un travail pour être gentil. Rien que ça, en fait, c'est vrai. Personne n'arrive à la fin de sa vie en pensant à ceux avec qui il aurait fallu être plus méchant, mais bien à ceux envers qui il aurait été possible d'être plus gentil. Nous pensons à ceux que nous aurions dû écouter, à ceux que nous aurions dû reconnaître, accepter, pardonner, aider, encourager et soutenir. Nous pensons à toutes les fois où nous avons fait autre chose que ce qui était juste. Combien de vies ont été brisées parce qu'un père n'a pas pu pardonner à sa fille d'avoir épousé un homme qu'il désapprouvait. Et puis sur son lit de mort, ce même père voit toutes ces années et cet amour qu'il a gaspillé, etc., etc. Combien de malheurs ont été causés parce que quelqu'un n'est pas prêt à admettre qu'il avait tort, qu'il était impulsif, qu'il jugeait trop vite ou qu'il avait peur de dire la vérité. Les gens aiment les gens. C'est la chose la plus naturelle du monde. Nous ne pouvons pas savoir qui nous aimerons avant de les aimer et parfois nous nous surprenons nous-mêmes plus que tout. Il y a beaucoup de passages comme ça qui sont hyper beaux, enfin c'est même pas beau, c'est juste vrai quoi. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de vous procurer ce bouquin, mais foncez. Il fait 250 pages, il est chez Héraclès, il est disponible sur leur site, il est disponible aussi en librairie, moi je l'ai commandé chez ma libraire, il coûte 20 €, il est imprimé à la demande, en plus il est tout doux. Et c'est un bonheur à lire, vraiment c'est un bonheur. Ne cherchez pas, c'est un peu utopique. Il a un peu le rôle de Messie, le gars, mais en fait, il cherche pas du tout ça. Il répond juste aux questions qu'on lui pose de façon le plus naturel possible, le plus spontané possible, le plus vrai et le plus humain possible. Et je n'avais pas lu, alors je me dis, il y a peut-être des bouquins comme ça, en fait, je les ai pas lus. Ça fait un peu développement personnel, mais on s'en fout. Ça fait du bien de lire ça, en fait, tout simplement. Donc, lisez-le. Et donc, ensuite, j'ai lu quoi en premier? J'ai lu celui-là. Oui, j'ai lu celui-là. Voilà. J'ai lu Celui qui chuchotait dans les abysses de Christelle Duchamp, illustré par Éric Barge. Et franchement, Éric Barge a des illustrations très, très belles. Je vais vous en montrer une. Une un peu plus parlante. Bon, alors on est sur Cthulhu, hein, on est sur Lovecraft, voilà. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer une image? Je ne vais pas vous spoiler parce que voilà, ça parle de Cthulhu. C'est un très très bel hommage à Cthulhu. Est-ce que je vais trouver une image? Non, peut-être la dernière que je peux vous montrer. Voilà. Très beau dessin. Donc, nous sommes sur une nouvelle qui fait 115 pages, qui a été auto-éditée, auto-publiée par Christelle Duchamp, que je me suis procurée et qu'elle m'avait même dédicacée. On est donc avec, on est en 97 avec David Wayland, qui est
journaliste et qui va être sollicité par un explorateur à aller dans le Pacifique à la recherche de vérité. Voilà. Et puis ce gars est un petit peu passionné par des mythes et il va se rendre compte, le David, pas trop vite, qu'un mythe est derrière tout ça, le mythe de Cthulhu. Et l'histoire de Lovecraft. Donc on va en apprendre plus, ou en apprendre, si vous ne connaissez pas, sur Lovecraft, sur qui était Lovecraft, quelles étaient ses influences, comment est-ce qu'il a écrit, quel était son objectif de vie, et quel était le lien avec ce personnage de Cthulhu, qui est une espèce de monstre marin, genre kraken, tout ça, immense, voilà, bref. Donc, moi j'avais lu l'Appel de Cthulhu, j'en ai lu d'autres de Lovecraft, et je trouve que ça est un très très bel hommage au monde, à l'univers de Lovecraft et au personnage de Cthulhu. C'est super bien écrit, j'ai adoré. Je l'ai lu d'une traite, j'arrivais pas à m'arrêter. La fin est super classe. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà, encore une fois, je vous parle de 2 romans qu'on trouve pas forcément dans le commerce. Mais si vous allez sur le site de Christelle Duchamp, ah bah c'est le Miroir aux Nouvelles. Le miroirsauxnouvelles.fr. Je l'avais pas vu. Donc le miroir, parce que c'est une nouvelle, il fait 115 pages, qui coûte 20 €, mais qui est illustré, c'est un bel objet. Et en plus, quand vous enlevez ça, vous avez Cthulhu. Cthulhu là. Cthulhu là, et là, une petite phrase qui dit « N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au fil des âges peut mourir même la mort. » Je crois que c'est une citation de Cthulhu. Est-ce que je peux le savoir? Je ne sais pas. Je ne sais guère. Ce n'est point écrit, mais je peux me renseigner auprès de Christelle, si elle voit cette vidéo. Peut-être que je lui poserai la question. Il me semble que c'est une citation de l'Appel de Cthulhu. Mais il n'y a aucun moyen de le vérifier dans cet ouvrage. Voilà. Bref, en tout cas, c'était trop bien, c'était trop cool, et j'ai adoré. Donc, Christelle Duchamp, j'ai lu tout ce qu'elle a fait. Non, j'ai vu qu'il y avait un truc auto-édité qu'elle a écrit en 2015, un truc comme ça que j'ai pas lu encore, j'avoue. Mais sinon, j'ai lu tout le reste. Trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. Après ça, j'avais encore un petit peu de temps devant moi, j'ai dévoré un recueil de poèmes de Deborah Garcia qui s'appelle « Tous mes hasards se ressemblent ». Et c'était tellement beau. C'était tellement beau. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'avais reçu de Pocket et il coûte 7,50 €. Alors c'est un recueil de poèmes, machin, machin. Oui, oui, il y a beaucoup d'espaces vides. Ok, d'accord, mais c'est trop bien. C'est trop beau. J'ai envie de danser ces poèmes. À chaque fois que je lis des poèmes comme ça, enfin de la prose, parce que c'est pas trop des poèmes finalement. Enfin, ça dépend. Ça rime des fois, ça rime des fois pas. Des fois ça rime, des fois ça rime pas. Et du coup, j'ai envie de les mettre en danse, ces poèmes-là. Donc, je pense pas que je le ferai, mais en tout cas, j'ai envie de les vivre en mouvement. Chaque personne a sa propre lumière, alors n'éteins pas celle des autres pour accéder à la tienne. Voilà, je continue. Bloqué dans mes émotions, je préfère le silence lassant et les barrières étouffantes que de ressentir, que d'éprouver ce que je ne peux pas maîtriser. Si on m'enlève le contrôle, j'aurai l'impression de subir et d'arrêter de vivre. Si tout explose, je redeviendrai cette petite fille qui ne sait pas comment grandir. C'est beau. J'ai kiffé. Et j'en ai mis à la fin. C'est important de prendre soin de toi, d'apprendre à t'aimer, à te respecter, car partout où tu iras, tu t'accompagneras. Donc j'ai beaucoup aimé. Merci Pocket, merci Emmanuel pour cet envoi parce que je serais complètement passée à côté. Elle en a publié un autre, c'était chez Robert Laffont qui s'appelle Un morceau de cœur en plus, qui sortira probablement en prochain chez Pocket. Mais en tout cas, c'était trop beau. C'était inattendu, c'était fulgurant et c'était génial, absolument parfait. Donc voilà, j'en ai d'autres. Hein. J'ai aussi La forêt en cabanet que j'avais commencé de Gabriel Filto Shiba, que j'aime beaucoup aussi, qu'il faudrait que je continue. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai Vivante de Clara Issé, j'en ai d'autres. Bref, en tout cas, je suis trop contente. Donc, merci Pocket. Et donc, je vous disais que je me suis procuré La harpe des 4 saisons de Fabien Olicard, qui est très très beau. Il est magnifique, il est très beau, voilà. Et donc, il se présente comme un roman, comme ça, avec plein de numéros. Aller au chapitre machin, aller au chapitre truc et tout. Des illustrations, des belles illustrations, faites par... Et bah, c'est même pas dit, dis donc.
C'est gonflé, ça. C'est pas lui qui les a dessinés, quand même. Le mec est fort, mais quand même, il n'est pas dessinateur non plus. Peut-être. Voilà. Tadam. Et donc nous commençons, le soleil commence à décliner sur l'académie de Dagda, votre regard embrasse l'immense pièce devant vous, vous vous imprégnez de l'atmosphère de ce dortoir où vous avez vécu toute votre adolescence, un lieu de vie austère à première vue, mais fort d'une réelle camaraderie entre les apprentis, une dernière nuit et surtout demain un dernier jour. Parce qu'en fait c'est le dernier jour, voilà, vous vous y apprêtez à passer votre dernière nuit et surtout demain un dernier jour. Et s'il marquait le commencement d'une quête d'ampleur magistrale. Dans cette première fiction de Fabien Olicard, vous déciderez de la route à suivre, des aventures à vivre, blablabla. Vous connaissez. Alors moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est le bandeau. Le premier livre immersif dans lequel vous prenez les décisions. Non. Il y en a plein, des livres où vous êtes le héros. C'est juste qu'il ne veut pas dire que c'est un livre où vous êtes le héros, donc il essaye. Le mec, business is business, il a compris toute la com. Il ne veut pas dire que c'est un livre dont vous êtes le héros. Il s'en sert dans ses vidéos pour dire, vous savez, c'est un peu comme ces livres où vous êtes le héros. Et ben voilà, mais il ne le dit pas là. Il dit que c'est le premier livre immersif dans lequel vous prenez les décisions. Et ça parle au public. Ça parle, ça fait vendre. Voilà, moi, j'avais pas besoin de ça pour le vendre, pas pour l'acheter. Il coûte 15,95 €. C'est pas trop cher. Il est chez First. En plus, à la fin, il y a des notes. Tu peux prendre des notes, tu peux écrire. Alors, en fait, il y a une partie notes, comme ça, et il y a une partie avec des petits points. Je sais pas si on voit les petits points. Non, il y a plein de petits points. Et je dis, ah, cool. Et il y a écrit croquis de vos plans. Servez-vous de ces pages pour dessiner vos plans. Il faut dessiner des plans, sérieusement. Donc, je suis curieuse. Et en même temps, ça a l'air tellement complet, le truc. Donc, il y a des règles. Voilà, il y a une fiche de personnage au début qu'on doit remplir avec l'inventaire de ce qu'on a. Donc, j'imagine que c'est une feuille à reproduire par nombre de quêtes que vous allez faire. Un personnage par quête, j'imagine. Et les règles, les talents, vous êtes apprenti. Donc, le talent, tu choisis dans la liste ci-dessus, instinct, herbologie, discrétion, persuasion, observation, doigt agile, en pratique. Ensuite, tu as du matériel à avoir, donc un crayon, un papier, une gomme, un dé, 2 dés à 6 faces, ou une application avec des dés virtuels. J'ai pas de dés sur moi, là, comme ça, donc je prendrai une application. À la fin du livre, vous trouverez des pages blanches, voilà, des points de vie, de la chance, de la dextérité. Je ne connais pas tout ça. Moi, je suis juste l'histoire, le héros, tu vois, et je lis. Et rendez-vous, choisissez la porte de gauche, la porte de droite, donc vous allez à la page machin, la page truc. Mais c'est tout. Donc... s'il faut réfléchir plus, je suis très, très curieuse. Un peu inquiète aussi, parce que c'est pas ma cam, mais on va voir, je suis très curieuse. Donc je vais le commencer ce soir, et je vous en reparlerai probablement la semaine prochaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà beaucoup, j'ai parlé énormément, donc je vous reprendrai pourquoi, pour vous dire que je lis Zephyr et Alabama, je vais le commencer, je vous reprendrai pour conclure ce vlog, parce qu'on est encore, il reste encore demain. Ah, c'était blanche. J'ai reçu des trucs dans la boîte. Oui, j'ai reçu. Oui, pardon. J'ai reçu un truc dans la boîte. C'est L'œil de la perdrix de Christian Astolfi, qui est sorti le 21 août. J'ai enlevé le papier, mais vibrant de toute l'humanité qui déserte le monde en ce moment. Alors ça, c'est curieux parce que j'avais fini de lire Joseph Conrad et je reçois ce bouquin et je lis vibrant de toute l'humanité qui déserte le monde en ce moment. J'ai dit mais non, il y a de l'humanité, lisez R.J. Laurie. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Orpheline, Rose est devenue mère à 16 ans et a quitté sa Corse natale pour rejoindre Toulon. Un matin de 1957, elle rencontre Farida, qui vit depuis peu au bidonville, près de chez elle. Une amitié va naître, changer le cours de leur existence et leur permettre de prendre la mesure du monde qui les entoure. Si les traces de la Seconde Guerre mondiale sont tenaces, c'est désormais en Algérie que les combats font rage. Ensemble, elles vont trouver les ressources nécessaires pour déjouer les règles que leur impose leur classe sociale et leurs conditions de femmes. Mais si elles sont toutes les deux françaises, l'une l'est un peu moins que l'autre aux yeux de la société. Ça doit être hyper intéressant. Hyper intéressant. Il est sorti au Bruit du Monde l'année dernière et c'est pas son premier roman. Le gars est né à Toulon justement en 58. Fils d'ouvrier, il a travaillé plusieurs années dans l'arsenal maritime de Toulon avant de devenir conseiller principal d'éducation pendant plus de 25 ans. Très bien. Il a écrit plusieurs bouquins.
Merci Pocket. Voilà, je vous laisse là et je vous reprends pour juste conclure rapidement ce vlog. Je reviens une dernière fois aujourd'hui pour vous faire un point parce que je suis morte 2 fois. Mais c'est trop bien, c'est hyper bien fait quoi. C'est pour quelqu'un qui est complètement novice de ce genre de livres et même de jeux, c'est très bien expliqué parce que par exemple, tu es dans l'académie, tu rejoins ton copain, il te propose une fiole, tu as le choix de la boire ou de ne pas la boire. Si tu la bois, hop, rendez-vous en 181. Alors tout de suite, avec cette fiole, tu perds 2 points de vie. Donc hop, tu dois calculer, tu enlèves 2 points de vie. Mais tu trouves une arme, hop, il faut la rajouter à ton inventaire. Donc il faut aller tout de suite, tout le temps à la fiche de personnage pour rajouter ou enlever des trucs. Mais c'est très intuitif en fait. C'est trop bien fait. Donc, je suis vraiment contente. Donc je suis quand même morte 2 fois, hein, je suis triste, mais je vais y arriver. Je continuerai. Là, je vais m'arrêter. Je pense que je vais commencer Zephyr Alabama. Et puis voilà, mais je suis contente, quoi. Il y a quand même plus de 300 chapitres. 350 chapitres, au moins. 350 chapitres. Voilà. Donc, bravo Fabien Ricard. Chapeau. Et moi, je commence Zephyr Alabama. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette semaine. Parce que j'aurai finalement pas beaucoup de temps d'avancer ce week-end. Et comme on est déjà vendredi soir, je peux monter le vlog ce soir et vous le proposer en ligne peut-être demain dans la journée ou dimanche matin. Voilà, j'espère que cette semaine vous aura plu et vous aura donné envie de lire plein de choses parce que j'ai lu plein de choses différentes, donc c'est cool. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que vous auriez pu lire vous aussi et peut-être sur ceux que j'ai lus, sur vos achats, sur vos salons, sur tout ça. Et puis moi je vous retrouve dans un prochain vlog. À bientôt!